Les amis, bonjour. Nous allons aujourd'hui parler du film Carry On de Jaume Collet-Serra avec dans les rôles principaux Taron Egerton, Sofia Carson et Jason Bateman. Alors le pitch, eh bien écoutez, dans un aéroport, un jeune employé de la sécurité est soumis à un chantage par un mystérieux individu qui lui ordonne de laisser passer une valise au contenu hautement dangereux lors du contrôle des bagages. Bon, Carry On est un film produit par DreamWorks mais actuellement diffusé sur Netflix et c'est surtout pour moi l'occasion de vous parler un peu plus de son réalisateur Jaume Collet-Serra. Oui, je dis Jaume parce que je prononce à la catalane comme il se doit. Bon, ce cinéaste squatte nos écrans depuis maintenant près de 20 ans, depuis son premier long, donc La Maison de Cire en 2005. J'ai longtemps cru, à tort, qu'il faisait partie de cette vague de cinéastes espagnols issus du fantastique. Je pense à des gens comme Juan Antonio Bayona, réalisateur de L'Orphelinat, ou encore Juan Carlos Fresnadillo, deux cinéastes qui se sont fait reconnaître repérés par les Américains et qui travaillent désormais quasiment exclusivement chez eux. Bon, alors c'est d'ailleurs deux cinéastes dont vous pouvez voir les derniers films sur Netflix actuellement. Et je me trompais évidemment, parce que voilà, il a réalisé son premier long aux États-Unis où il habitait. Et il s'agit de La Maison de Cire en 2005, on y reviendra tout à l'heure. Bon, alors, Jaume Collet-Serra est l'archétype même de ce qu'on appelait à une certaine époque du faiseur. Voilà, les plus méchants diront du yes man. Un bon technicien qui sait s'adapter à tout type de terrain. Sans pour autant marquer les œuvres de commande qu'on lui passe d'une empreinte quelconque, mais c'est quelqu'un qui respecte son budget et qui rend sa copie dans les temps, voilà. Alors, faiseur, c'est aussi par ce terme qu'on affublait certains réalisateurs reconnus comme étant très doués aujourd'hui, je pense à des gens comme Richard Fleischer, Don Siegel ou encore Robert Aldrich. Donc voilà, tout ça pour vous dire que faiseur dans ma bouche n'est pas forcément quelque chose de péjoratif. J'évoque plutôt, quand j'emploie ce terme, le côté artisan, le côté gars qui a envie de faire le meilleur boulot possible. Voilà. Bon, nonobstant, comme dirait l'autre, soyons honnêtes, si on regarde un petit peu la filmo de Jaume Collet-Serra, force est de constater que ça va du pas mal du tout au bof, voire du mauvais. Oui, effectivement, il faut l'admettre. Alors, tout commence en 2005, comme je vous disais, avec ce remake de La Maison de Cire, un remake du film de André de Toth, en 1953, avec Vincent Price. Premier film qui moi, m'avait fait forte impression, que la critique, dans sa globalité, avait plutôt dézingué, mais qui avait plutôt fonctionné côté public, en tout cas outre-Atlantique. C'est un film qui passablement glauque, cruel, méchant, violent, qui était vraiment à contre-courant de ce qui commençait déjà à se passer en 2005, à savoir un déferlement de films d'horreur dits tout public. Voilà, pour moi d'ailleurs, tout public et horreur, ça peut pas cohabiter. Mais voilà, on était vraiment dans les prémices du truc, et c'est vrai que quand est arrivé ce film, il a été salué par les amateurs d'horreur, dont je fais partie, comme étant vraiment le produit qu'on attendait. Voilà, c'est un film qui délivre vraiment le produit attendu. Voilà, c'est ce qu'on attend aussi d'un bon faiseur. Alors quelques années plus tard, il réalise Esther en 2009, qui également a ses amateurs. Moi j'ai trouvé ça bien, mais sans plus. Mais voilà, il y a les fans. D'ailleurs, je crois que l'épisode 2 doit être disponible sur une plateforme, je ne l'ai même pas encore regardé pour tout vous dire. Mais voilà, c'est un film qui glauque également, enfin plutôt malsain on va dire, de par son étrange pitch, inspiré d'un fait réel d'ailleurs. L'histoire d'une jeune fille au milieu passablement perturbé qui se fait passer pour une enfant afin d'être adoptée par une famille d'Américains bon teint, voilà. Bon, ça commençait un petit peu à l'estampiller cinéaste spécialisé dans l'horreur, sauf qu'en 2011, il prend un virage particulier puisqu'il devient prestataire de service pour Liam Neeson. Et oui, Liam Neeson qui, auréolé du succès de Taken, en 2008, se voit déjà comme le renouveau du héros d'action, voilà, et persuadé à 60 barreaux d'avoir l'agilité d'un ninja prépubère. Bon, tout ça pour vous dire que le duo va s'acoquiner et va faire quand même pas mal de films ensemble. Alors, en 2011, il y a eu Sans Identité, qui était un thriller honnête, voilà, ça se regarde bien, il y a un twist qui est plutôt bien amené.
Ok, d'ailleurs c'est là-dessus que les deux se rencontrent et accrochent vraiment bien professionnellement. 2 ans plus tard, ils nous remettent ça avec toujours un suspense, matinée d'action, le film Non-Stop, voilà, qui se déroule dans un avion. Totalement invraisemblable, mais écoutez, ça se regarde, on va dire, voilà. 2 ans plus tard, le duo remet ça avec Night Run, et on sent qu'il y a un désir de produire quelque chose de plus sombre, de plus sérieux, de plus adulte. C'est plutôt réussi, c'est un bon polar, alors qui ne détonne pas de pas mal de films de genre sortis à la même époque, de par sa sobriété, voilà, donc il n'est pas transcendant d'originalité, mais c'est très bien fait, c'est très bien interprété par l'acteur principal et par aussi Ed Harris dans le rôle d'un méchant, plutôt intéressant, voilà. Bon, le film ayant fait un bide, le duo se remet en selle, enfin tente de se remettre en selle avec The Passenger en 2018, qui est ni plus ni moins qu'une version de Non-Stop, mais cette fois située dans un train. C'est très très mauvais, enfin moi je n'ai pas du tout accroché, je n'ai pas cru une seconde à l'intrigue, les effets spéciaux sont minables. Pour moi c'était la fois de trop. Pour ce fameux duo, voilà. Alors ce qui est amusant c'est de voir que les deux ont une fixation visiblement pour les moyens de transport. Et puis surtout, on voit au fil des films qu'il y a une diminution pardon, de l'espace, hein, puisqu'on est dans un avion, dans Non-Stop, on est dans un train, dans The Passenger, et plus récemment, même s'il n'a pas réalisé le film, il l'a simplement produit, dans le très mauvais Rétribution 2023, ce dernier se passe dans une voiture, voilà, une voiture où le héros est contraint d'accomplir des missions sous peine de l'avoir explosé. Voilà, donc dans la logique, ça veut dire qu'on aurait fini par voir Liam Neeson sur une trottinette, en train de casser du méchant. Ils ont arrêté à temps, Dieu merci. Voilà. Bon. Entre deux Neesonades, Chaumet Colette Serra trouve le temps de réaliser Instinct de survie, en 2016, je crois, qui est une excellente série B. Alors évidemment, totalement traversée d'invraisemblance, mais qui gère parfaitement bien son lieu unique où se déroule l'intrigue, un très bon suspense, de très bons effets spéciaux, c'est bien interprété par Blake Lively, ça tient la route et ça en fait, il n'y avait pas énormément de concurrence, on va pas se mentir, mais ça en fait certainement l'un des meilleurs films de requins de ces 20 dernières années. Donc rien que pour ça, merci. Voilà. Alors Instinct de survie figure pour moi sur la première marche de son podium filmographique. Ensuite, alors que Colette Serra a essentiellement travaillé sur des moyens budgets, donc des films produits pour de 30 à 80 millions de dollars, ça fait sourire d'entendre parler de moyens budgets pour des sommes pareilles, mais oui, c'est l'économie du cinéma américain. Ce dernier passe sur ses 2 avant-derniers films à des gros mastodontes. Voilà, il va réaliser Jungle Cruise pour Disney, avec The Rock, inspiré d'une attraction du parc Disney, tout comme l'était Pirates des Caraïbes. Écoutez, c'est sympatoche un samedi soir quand on n'a rien d'autre à faire, mais pas beaucoup plus. Voilà, le film doté d'un gros budget va quand même être un semi-bide ou un semi-échec, comme vous voulez, ou un semi-succès, pardon. Ça n'a pas pris. Et dans la foulée, il va réaliser le catastrophique, épouvantable, nullissime Black Adam. Voilà, j'ai rarement vu une dope pareille. 200, je crois, plus de 240 millions de budget. Où est passé l'argent, je ne sais pas. Tant c'est laid, c'est moche, les effets spéciaux sont pourris, l'histoire est ridicule. C'est pathétique. Voilà, une bonne grosse bouse, fumante et infâme, que je vous déconseille fortement. Bon, un petit peu d'eau a coulé sous les ponts, pas énormément, on va dire, 2 ans. On a l'impression que Chaumet Colette Serra a un peu pris du recul, parce que Carry On, au final, figure dans ce qu'il a fait de mieux à ce jour, sans problème. Voilà, parce que on a l'impression qu'il a décidé de se concentrer avec ce film sur ce que sont vraiment ses points forts. Alors, ces points forts, généralement, ce sont le principe des films au concept, hein, puisque c'est quasiment l'intégralité de sa filmographie, à savoir une bonne idée, un lieu unique et un suspense. Voilà, ça c'est visiblement son cahier des charges quasi systématique. Et là, la bonne idée, c'est qu'en plus, il
fait du héros, enfin plutôt il fait de son personnage un héros assez lambda, un gars sans ambition, voilà, qui se traîne un peu au boulot et qui se décide à demander une augmentation cause bébé à venir dans son couple. Voilà, c'est un peu le point de départ de l'intrigue. Plutôt maligne, riche en dilemmes que notre héros, comme je vous le disais, un peu monsieur tout le monde, va essayer au mieux de gérer, hein, puisqu'il est soumis donc à un chantage permanent, il est relié à une oreillette à un méchant qui l'oblige effectivement à réaliser des actions répréhensibles. Bon, ce méchant, en l'occurrence, est brillamment interprété par Jason Bateman, dont, sauf erreur de ma part, je pense qu'il s'agit du premier rôle de vrai méchant à l'écran, même si la série Ozark ouvrait déjà les perspectives de sa noirceur de jeu. Là, il est vraiment très très bon, il est émacié au possible, il incarne un personnage pragmatique, impitoyable, et il arrive à le faire tout en étant par moments, entre autres grâce aux conversations que les deux personnages ont via cette oreillette, il arrive à être même sympathique, voire même charismatique. Ce qui prouve effectivement que son personnage déjà est plutôt bien écrit. Voilà, alors, personnage bien écrit plus très bon acteur, ça tire évidemment le film vers le haut. Mais je vais être honnête, Taron Egerton est très bien aussi et rend son personnage très attachant. Mais vraiment ce que je retiens du film, c'est la perf de Jason Bateman, qui réussit en fait avec tous ces dialogues, toute cette gestuelle, à rendre tout simplement le personnage crédible. Voilà, c'est tout ce qu'on demande aujourd'hui à un personnage de méchant. Alors, c'est côté mise en scène, Colette Serra est très à l'aise, on sent qu'il a quand même acquis un certain nombre de savoirs, il utilise au mieux ce décor unique qu'est ce gigantesque aéroport, alors décor unique mais avec une variété de sous-décors, on va dire, disponibles, donc ça, on ne s'ennuie jamais, on n'a jamais l'impression d'un univers claustrophobique. Et vraiment, sa réalisation est vraiment très, très carrée. Dommage, et qu'effectivement, il y a une scène effectivement de bagarre dans une voiture lancée à toute allure sur l'autoroute qui vient nous faire redescendre de plusieurs étages, de cette impression qu'on avait à se dire, pour l'instant, ce film, il est d'une facture irréprochable. Voilà. Et là, badaboum, on a cette scène grotesque parce qu'elle ne fonctionne pas, parce qu'elle est mal foutue, parce qu'elle fait faux, mais comme c'est pas permis, les CGI sont mauvais, le montage est catastrophique. Qui a eu l'idée de faire accélérer ces véhicules qui arrivent à contresens de façon exagérée? Au final, on a l'impression d'être dans un dessin animé, donc il n'y a rien qui va dans cette scène. Elle est en plus d'une utilité discutable, et c'est une verrue au milieu d'un film qui, jusque-là, fonctionnait très bien. C'est dommage. Ça fait vraiment pièce rapportée. Je suis même persuadé que ça a été tourné en amont du film, voilà, et exigé par les producteurs qui ont dû dire, bon, c'est bon pour le suspense, mais ça manque un peu d'action, rajoute une scène. Tant c'est mal foutu, mal torché, et ça ne se raccorde pas du tout à l'univers visuel général du film. Bref, ceci étant, malgré ça et quelques autres défauts on va dire de vraisemblance, de cohérence, évidemment, il y a une chose inhérente au genre, malheureusement, on a vraiment la sensation de satisfaction après avoir vu le film, et pour ce qui me concerne, la certitude que Carry-On est sans doute le meilleur film, on va dire, de Jaume Collet Serra, ex aequo avec je vais y arriver, Instinct de survie, pardon. Voilà. C'est clair, c'est vraiment ce que j'ai vu de plus sérieux, de plus maîtrisé, pour lui, hein, j'entends bien. Ça confirme ce que je vous disais au départ, Jaume Collet Serra est un faiseur, mais au vu du film, effectivement, c'est un bon faiseur qui peut se transcender à partir du moment où on lui met un bon script entre les mains. Voilà. Donc le cinéaste a 50 ans, on n'est pas à l'abri qu'il nous ponde un jour un vrai
grand film. Voilà les amis, donc au final, je vous recommande plutôt ce Carry On, voilà, alors effectivement, pas le chef-d'œuvre du siècle, mais un bon thriller, bien mené, bien filmé, bien interprété, que demande le peuple. Les amis, profitez bien de ces fêtes de fin d'année. Je vous dis peut-être à l'année prochaine avec sûrement un nanar, et pas des moindres, vous verrez. Ciao!